Plaidoyer pour une Afrique africaine. Tel est le titre pour lequel j'ai opté dans le cadre de cette intervention. L'Afrique souffre entre autres de deux problèmes majeurs, en l'occurrence la pauvreté et le chômage. Il me semble que ce sont deux problèmes étroitement liés dans la mesure où, dans le cas où l'on arriverait à résoudre quelque peu la problématique du chômage, on réduirait automatiquement, dans les mêmes proportions peut-être ou moins, la pauvreté. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international s'accordent à considérer que l'Afrique connaîtra indéniablement de forts taux de croissance et qu'elle pourrait suivre le même cheminement que la Chine durant les années 80. Cette croissance est cependant volatile en raison essentiellement des variations des cours mondiaux de matières premières et des produits alimentaires. C'est donc le marché mondial qui détermine le devenir de l'Afrique. Ces variations impactent dans un sens ou dans l'autre l'évolution des économies africaines et, en conséquence, elles sont assujetties à ces aléas. Alors que le continent africain détient 30% des ressources minérales mondiales, 50% de platine, de diamants, d'or, d'uranium, les investissements colossaux effectués par la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, l'Inde, la Turquie, etc., génèrent bon an, mal an, une croissance du PIB, mais sans une amélioration du bien-être, sans une amélioration du niveau de vie et sans réduction du chômage. Il s'agit en fait d'une croissance sans emploi. Ce sont des investissements qui profitent en grande partie aux pays investisseurs, qui n'en curent du progrès social et économique des populations africaines. L'Afrique doit créer plus d'emplois de qualité, comme le suggèrent la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Mais qu'entend-on par emploi de qualité? Réponse, il s'agirait d'emplois générés par des transformations structurelles dont le contenu et l'interprétation sont liés à une grille de lecture et de compréhension, certes valable, mais une grille qui élude la réalité africaine. Il en est de même en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités de revenus. Les thérapeutiques proposées ont un caractère universel et ne prennent en considération les spécificités de l'Afrique. Que faire alors? Que faire alors que l'économie mondiale se démondialise? Que faire alors que l'on remet partout en cause le néolibéralisme? Que faire alors que le président américain, Trump, proclame haut et fort « America First »? Que faire alors que les États-Unis d'Amérique et l'Europe vont se replier de plus en plus sur eux-mêmes et défendre en priorité leurs intérêts nationaux? Que faire alors que les pays développés vont de plus en plus rechercher la souveraineté nationale? Une réponse et une seule. Une réponse et une unique réponse. Africa First. L'Afrique est riche et sa première richesse est son capital humain. Jean Bodin écrivait au XVIIe siècle qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Ce sont ces femmes et ces hommes de tous âges qui en constituent la principale richesse. L'Afrique est riche de par son authenticité, la diversité et la richesse de ses cultures. L'Afrique est riche de par ses traditions ancestrales, son identité. Ce sont ces éléments-là, entre autres,
qui militent en faveur d'une Afrique africaine. Le tout est de les capitaliser en faisant les moteurs de la croissance, et ce, dans divers domaines. Ces domaines constituent des réserves de richesse peu ou pas exploitées, car ils ne peuvent intéresser les Chinois, les Américains, les Européens, les Indiens, les Turcs. Ils ne peuvent être attractifs que pour des Africains qui vont œuvrer pour des intérêts africains. Ils ne peuvent attirer que des femmes et des hommes qui partagent le sentiment d'appartenance à notre continent. Des femmes et des hommes fiers d'être africains et prêts à œuvrer pour une Afrique rayonnante, une Afrique de progrès économique et social. Comment? Le premier centre d'intérêt est, à tout seigneur, tout honneur, la femme africaine. Moins de 13% des femmes africaines en âge de travailler ont un emploi salarié. 75% des femmes africaines occupent un emploi vulnérable, précaire, dans des activités de survie. 70% des personnes qui effectuent le commerce transnational, générant près de 20 milliards de dollars américains par an, dans les économies de l'Afrique subsaharienne, sont des femmes. 80% des aliments de l'Afrique subsaharienne sont produits par des femmes. 70% de la main-d'œuvre agricole en Afrique est féminine. La femme africaine joue donc un rôle déterminant dans les différentes activités économiques. Ces activités sont effectuées en grande partie dans le secteur informel. Elles sont à la tête de micro-entreprises dans tous les domaines, agriculture, commerce, agroalimentaire, etc., mais des micro-entreprises informelles. Elles le font certes pour des raisons économiques, augmentation du revenu, chômage, mais aussi par besoin d'autonomisation, par besoin de reconnaissance sociale et de réalisation de soi. Il s'agit là d'une source de création de richesse incommensurable, nécessitant une restructuration de l'ensemble des activités dans lesquelles elles interviennent. Mais une restructuration tenant compte des spécificités africaines, essentiellement de la culture ou des cultures africaines, et ce, sur la base de deux éléments essentiels. Premier élément, des formations appropriées, allant de l'alphabétisation à la maîtrise des outils de production plus perfectionnés qui leur permettraient d'accroître la productivité du travail et la performance économique, entendue dans son sens le plus large. Deuxième élément, le maintien de la spécificité culturelle de ces activités informelles, à savoir le respect de la culture et des valeurs africaines, tout en misant sur l'efficacité économique et en adoptant des mécanismes que je qualifierais d'intelligents, mais des mécanismes qui permettent la migration de l'informel vers le formel. Ce processus ne devrait pas s'accompagner de coûts élevés lors de l'entrée dans la légalité, à la limite, des coûts égaux à la taxation informelle. À terme, ces micro-entreprises, accompagnées par des structures de conseil, des compétences africaines en management de façon générale, pourraient atteindre la taille de petites puis de moyennes entreprises. Le second centre d'intérêt est la jeunesse, une jeunesse formée ou non formée. Actuellement, près de 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Il s'agit à ce niveau d'un capital inestimable dont on dispose, mais un capital qui a besoin d'être valorisé. Pour ce faire, 3 mots d'ordre.
l'espoir, le rêve et la foi en l'Afrique. Des travaux ont démontré qu'une grande partie de la jeunesse, je tiens à préciser qu'en 2030, 321 millions d'Africains auront entre 15 et 24 ans. Et donc une grande partie de la jeunesse a un objectif, entreprendre. C'est donc une jeunesse qui souhaite se prendre en main pour améliorer son bien-être grâce à un accroissement de son niveau de vie. La jeunesse en quête d'emploi intervient aussi dans le secteur informel, dans le cadre d'activités de survie, des activités qui permettent uniquement de faire face, et tant bien que mal, aux nécessités quotidiennes. En fait, il s'agit de couvrir les besoins de survie, les besoins de subsistance. Cette jeunesse ne peut donc se projeter dans le temps. Elle ne peut se projeter dans l'avenir. Pour remédier à cette situation, il s'agirait de déterminer des activités porteuses de progrès social et économique, des activités rémunératrices, et ce dans les différents domaines, d'encourager le passage de l'informel vers le formel par de douces réglementations non coûteuses et par la formation. Celle-ci doit être appropriée à la réalité. Cette formation pourrait concerner les divers aspects techniques de chaque métier, ainsi que l'instruction des outils managériaux de base en tenant compte, et c'est là un élément extrêmement important, des modes de fonctionnement de société en matière de gestion des ressources humaines, de commercialisation, de techniques financières. Il serait souhaitable à ce niveau de reconnaître que cette population dispose certes de peu de compétences, mais en même temps qu'elle dispose d'un savoir et d'un savoir-faire qu'il est fort possible de faire évoluer. C'est là encore un système de formation adapté, et j'insiste sur ce point, qui pourrait y contribuer de façon efficiente. Quels sont alors les domaines à privilégier? Il s'agit d'activités peu capitalistiques, capital saving, et fortement utilisatrices de main-d'œuvre, labor using. 3 domaines prioritaires. 1, l'agriculture. Dans ce cadre, il y a nécessité de remembrer les terres, et ce sur la base d'us et coutumes africaines, afin de pouvoir mécaniser et fertiliser l'agriculture. Ce processus permettrait d'accroître les rendements agricoles et de dépasser le stade de l'agriculture de subsistance. De plus, bénéficiant de structures d'accompagnement en matière de formation adaptées et de financement approprié, des unités de production regroupées dans le cadre de coopératives, d'associations, de groupements d'intérêt économique ou autres formes, les résultats pourraient être extrêmement encourageants et impacter de façon positive le niveau de vie des femmes et des hommes qui y travaillent. Deuxième secteur prioritaire, l'industrie de la culture. Il s'agit d'une richesse relativement peu connue, car non valorisée et à l'échelle africaine et à l'échelle mondiale. La culture africaine, diverse par le nombre de pays, est en fait un ensemble de savoir-faire qui nécessiterait une promotion à l'échelle mondiale. L'art, la musique, la mode, l'artisanat africain en développement générerait une source et de création d'emplois
et de création de richesses. À ce sujet, il y a lieu de préciser que ces activités axées sur l'authenticité et l'identité africaine sont prisées de par le monde, mais ne bénéficient pas toujours des moyens permettant de dépasser le stade d'activité de survie. Leur développement, accompagné de formations en matière de connaissance des marchés nationaux et internationaux, des techniques de production, permettrait le passage progressif de l'informel vers le formel et l'absorption de main-d'œuvre en quête de travail. Troisième secteur prioritaire est constitué par les industries manufacturières légères dans les domaines du textile-habillement, du cuir, agroalimentaire et d'autres biens de consommation. Ces activités industrielles constitueraient un exutoire pour une main-d'œuvre peu qualifiée, mais dont le manque de qualification correspond justement aux techniques de production utilisées. Il s'agit en fait d'adopter une politique industrielle axée sur l'import-substitution, permettant d'économiser des devises et de créer des emplois et de consommer ce que nous produisons. Cette politique industrielle, n'excluant aucunement les investissements dans les infrastructures, dans l'exploitation des richesses minières, nécessiterait aussi une mise à niveau technique et managériale afin de mieux maîtriser les problèmes financiers, les problèmes de gestion, les problèmes générés par les ressources humaines, les problèmes de commercialisation, de production. Ces trois domaines se basent en fait sur un impératif: consommer le Made in Africa. Ce sont les entrepreneurs, les très petites, les petites et moyennes entreprises qui pourraient et devraient en être le fer de lance. Ceci étant, la réussite d'une telle dynamique nécessite la résolution d'un problème majeur lié au financement. Que les banques abandonnent la lecture des demandes de financement de ces investissements sur la base d'une grille adaptée aux firmes multinationales ou aux petites et moyennes entreprises occidentales. L'État se devrait d'intervenir pour garantir les financements en mettant en place des mécanismes rigoureux de contrôle et de recouvrement des créances. Les auto-entrepreneurs, les très petites et moyennes entreprises, devraient aussi être protégés contre la concurrence chinoise, indienne, européenne, turque, par le biais de barrières non tarifaires, mais des barrières non tarifaires draconiennes. L'ensemble de ces activités nécessiterait le développement de la production des énergies renouvelables, en particulier l'énergie photovoltaïque. Celle-ci présente en effet un certain nombre d'avantages. Elle est moins coûteuse que l'énergie électrique. Elle constitue un remède aux défaillances de l'énergie électrique. Elle est compatible avec les unités de production de toute taille. Et enfin, il s'agit d'une énergie propre, compatible avec les nouvelles normes de décarbonisation qui nous seront imposées lors de l'accès de nos produits au marché des pays développés. L'État devrait aussi mettre fin, et je reprendrai le titre d'un article paru dans Audace Institut Afrique, article de Olympio. L'État devrait donc aussi mettre fin à la solitude de l'entrepreneur africain. Solitude financière, solitude
dans le milieu judiciaire, solitude commerciale. Il s'agit en fait d'une politique de soutien et d'accompagnement dès la création de l'entreprise, et ce en facilitant toutes les procédures administratives jusqu'à son développement. D'un autre côté, nous avons précisé tout au long de cet écrit, de cette intervention, l'importance de la formation dans la réussite de ce processus et mis l'accent sur la nécessité de l'adapter à la réalité africaine. C'est une nécessité absolue qu'il faudrait matérialiser dans le cadre de la création d'écoles, d'instituts, d'universités africaines, des institutions qui transmettent le savoir, mais aussi le savoir-faire et le savoir-être africain, de telle sorte que nos jeunes ne soient pas déconnectés de leur réalité, de la réalité africaine. Quels sont les marchés alors auxquels peuvent se destiner ces produits? Les produits se destineraient d'abord aux marchés nationaux, mais aussi aux marchés africains, et ce grâce à la promotion de produits made in Africa. Et le marché mondial, bien entendu, mais avec une certaine priorisation de l'intégration régionale. Il s'agit de profiter de la future mise en place de la zone de libre-échange africaine. Celle-ci constituerait l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde et permettrait la création d'un marché continental unique. Le développement des échanges intra-pays africains, c'est un marché de 1,3 milliard d'habitants que les entreprises africaines doivent progressivement conquérir en investissant dans le capital humain, en investissant dans l'immatériel et le matériel. Et si l'on rêvait d'échanges intra-pays africains grâce aux différentes monnaies nationales, cela permettrait de réduire, voire supprimer, la contrainte des réserves en dollars américains et en euros. Les excédents dont disposerait tel ou tel pays pourraient être utilisés en investissement direct dans les pays concernés. Dernier point, et non des moindres de ce plaidoyer, la solidarité, mais une solidarité productive, une solidarité à la base de la création de richesses et des emplois, favoriserait la réussite et de la promotion de l'Afrique africaine sur la base du Made in Africa. Cette solidarité pourrait être le fait de la diaspora africaine installée un peu partout dans le monde, mais elle pourrait aussi être le fait des sportifs africains de haut niveau, et ô combien ils sont nombreux, qui soient encore actifs ou à la retraite. Diaspora et sportifs africains pourraient contribuer au développement de notre continent en investissant dans l'agriculture, l'artisanat, l'industrie de la culture et les industries légères, 3 domaines porteurs. Pour que l'Afrique s'africanise plus, je reprendrai les termes utilisés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, il faut que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique.